Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Malheureusement, nous allons devoir faire ça tous les deux. Le colonel Wilkerson ne se joint pas à nous, car comme vous le savez, il subit une opération des yeux. Recevoir des soins médicaux. Vieillir, ce n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut être dur comme un bec de pique. Oui, mais il va revenir bientôt. Oui. Alors, Larry, permettez-moi de commencer par les Houthis et l'Arabie Saoudite. La nuit dernière, nous avons vu des forces Houthis, yéménites, encercler des forces soutenues par l'Arabie Saoudite au Yémen, n'est-ce pas? Cela fait-il partie de... Il pourrait y avoir deux objectifs à ce qui se passe au Yémen. L'un d'eux, c'est que l'Arabie Saoudite riposte, littéralement. Elle pense pouvoir vaincre Ansar Allah au Yémen. L'autre possibilité, c'est qu'ils essaient de faire de leur mieux pour les détourner de ce qui se passe à Bab el-Mandeb, afin de réduire leur attention sur Bab el-Mandeb et de les amener à se concentrer davantage sur les questions internes. Quelle est votre compréhension de la situation? Eh bien, les Saoudiens ont, pour une raison ou une autre, estimé que c'était le bon moment pour relancer cette guerre qui était en pause depuis, je crois, au moins 2 ans. Et vous savez, j'imagine qu'on peut dire que cette guerre trouve ses racines dans les fondements de l'islam. Tout remonte aux différends sur la question de savoir qui est le véritable successeur du prophète Mahomet. D'après ce que je comprends, dans le courant chiite, ils reconnaissent le petit-fils de Mahomet comme l'héritier légitime, et les sunnites ne le reconnaissent pas. Vous savez, je suis sûr que c'est plus complexe que ça. J'essaye de simplifier pour que les gens comprennent qu'au fond, c'est un différend sur la question de savoir qui est l'héritier légitime. Moi-même, en grandissant, j'ai été élevé dans ce qu'on appelait l'église RLDS, qui est différente de l'église mormone, dans la mesure où le fondateur de l'église mormone était un homme nommé Joseph Smith. Est-il évangélique, Larry? Non, tout cela faisait partie des années 1830 et 40. Il y a eu ce grand réveil religieux aux États-Unis, avec l'émergence de plusieurs mouvements religieux. Chacun affirmait restaurer le christianisme dans sa forme authentique. Je veux dire, c'est de là que sont issus les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, et les mormons ont été entraînés dans tout ce mouvement. Mais quand Joseph Smith a été tué, il y a eu, si vous voulez, une lutte pour savoir qui allait prendre la direction. Et ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Église mormone a suivi un homme nommé Brigham Young. Les RLDS soutenaient que le fils de Joseph, Joseph Smith Jr., devait être son successeur. Donc, je disais que je comprends comment cette lutte de succession peut créer en quelque sorte 2 visions religieuses différentes alors qu'elles sont nées du même fondement. Est-ce que ça a du sens? Oui. D'accord, donc c'est ça, ce conflit avec les Bédouins. Enfin, c'est essentiellement ce qu'ils étaient. Je veux dire, ils parcouraient le désert. C'était pas des magnats du pétrole il y a 200 ou 300 ans. Alors que les Yéménites, eux, étaient établis. La composante chiite là-bas était établie depuis des siècles. Donc c'est l'histoire qui prend vie. Et aujourd'hui, les Saoudiens, avec leur richesse pétrolière et leur relation avec les États-Unis, ont supposé qu'ils étaient supérieurs aux Houthis, qu'ils pouvaient les dominer et les contrôler. Et les Houthis ont dit non, ça n'arrivera pas. Et donc maintenant, après ça, les Saoudiens ont décidé que c'était une excellente idée d'attaquer Sanaa. C'était il y a 4 semaines, 5 semaines maintenant. Les Houthis ont dit d'accord, le jeu reprend. Alors en ce moment, ils déplacent des forces terrestres à l'intérieur du Yémen, dans le coin sud-ouest du pays, vers cette ville. C'était Mocha.
Donc il semble qu'ils vont finir par en prendre le contrôle. Et cela leur donnera un plus grand contrôle sur le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas clair. Les Saoudiens ont dit qu'ils allaient soi-disant essayer de les repousser. Je ne sais pas comment. Vous savez, cela signifie que les Saoudiens pourraient essayer de mener des frappes aériennes là-bas. Mais chaque fois qu'ils font voler un avion au-dessus de la zone, ils prennent le risque qu'il soit abattu. C'est donc un autre drame ou un autre élément de contexte qui se joue dans le cadre plus large des États-Unis, essayant désespérément de conserver leur influence en Asie occidentale. Or, cette influence, cette puissance, a été sévèrement réduite. Peu m'importe ce que Donald Trump dit sur le fait que nous serions les plus grands, les meilleurs, les plus forts. Le fait est que les États-Unis ont dû, sur le plan militaire, se retirer de Bahreïn, d'Al-Udeid. Nous ne sommes pas capables nous n'avons plus le type de présence militaire que nous avions auparavant. Je suppose que l'objectif principal serait le cas de Bab el-Mandeb. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne choisissent aucune voie de négociation ou quoi que ce soit de ce genre. En gros, ils persistent dans cette voie. On dirait bien. Je pensais, vous savez, hier qu'il y avait eu des informations selon lesquelles les Saoudiens avaient cessé leur mission aérienne le long de la frontière avec le Yémen. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être une étape, ils prennent du recul, ils essayent de désamorcer la situation. Mais ensuite, on a appris que, j'imagine, les Houthis n'avaient pas reçu le mémo. Donc ils poursuivent cette opération terrestre pour éliminer ce que l'Occident reconnaît comme le gouvernement légitime du Yémen. C'est assez fou en réalité. Parce que quand on y pense, 80% de la population yéménite est sous le contrôle des Houthis. Ce gouvernement officiel, c'est un gouvernement minoritaire, seulement 20%. Normalement, en Occident, on dit la majorité l'emporte. Pas dans ce cas. Là, on dit non, on préfère ces gens-là à ceux-là. Mais comme c'est toujours le cas dans ce genre d'affaires, les gens sur le terrain ont leur mot à dire. Et les Houthis, vous savez, peuvent mobiliser environ 300 000 forces au sol. Et ce sont de véritables combattants. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Voyez-vous des capacités du côté du Pakistan et de la Turquie pour aider l'Arabie saoudite à se débarrasser de ces problèmes ou à en sortir? Non. Enfin, il serait idiot de le faire. Au terme de ce nouveau traité, ce prétendu pacte de défense, cette organisation de défense mutuelle, en théorie, ils devraient intervenir. Mais ensuite, la question est, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Déployer des troupes? La dernière chose dont on ait besoin, c'est de voir des troupes turques ou pakistanaises se promener au Yémen. Elles ne seront pas les bienvenues. Cela risque donc d'enliser ces pays dans une guerre coûteuse. Coûteuse parce qu'ils n'ont pas de base sur place. Ils vont donc devoir en installer, puis mettre en place une ligne logistique de ravitaillement pour garder leurs forces nourries et armées. Donc, voilà. Je pense que s'ils continuent à rester à l'écart, cela mettra en évidence les limites de l'accord de la Mecque. D'habitude, nous entendons les Yéménites Ansarullah via le compte X de Yahya Saree, dont le compte X a été supprimé hier. Ah bon, vraiment? Oui, c'est toujours une méthode efficace. Oui, n'écoutons pas cet homme. On ne veut pas entendre ce qu'il a à dire, alors on va simplement faire comme s'il n'existait pas. Mais bon, les Houthis s'en fichent. Ils ne vont pas se mettre en position fœtale et pleurer parce qu'ils ne sont plus sur X. C'est dommage que X soit toujours politisé comme il l'est et qu'il devienne encore, dans une certaine mesure, un outil de la politique étrangère américaine.
becoming still somewhat of a tool for U.S. foreign policy. Parce qu'au minimum, on veut entendre ces gens. On veut savoir de quoi parlent-ils, quel est leur objectif. Et ce type était tellement, chaque fois qu'il annonçait qu'il faisait quelque chose, qu'ils attaquaient quelque part, qu'ils sortaient, vous savez, il publiait sur X, mais il semble que personne ne soit intéressé à l'entendre. Mais Larry, pensez-vous que la situation au Yémen pourrait être réglée avant celle du détroit d'Ormuz? Ou bien, voyez-vous que ça va continuer encore et encore, comme on le constate dans le détroit d'Ormuz? Ça dure depuis longtemps, vous savez. Ça a commencé quand? En 2012? 14 ans? Je ne me rappelle pas la date précise du début de la guerre au Yémen, mais oui, ça peut durer un bon moment. Vous savez, tout dépend vraiment des Saoudiens. Les Saoudiens peuvent mettre fin à tout ça en disant simplement « Bon, écoutez, nous allons lever le blocus, nous allons reconnaître Ansar Allah comme force gouvernante. » Et voilà, l'affaire est réglée. Mais jusqu'ici, les Saoudiens reçoivent suffisamment d'encouragement, en particulier de la part des États-Unis, pour ne pas reculer, je pense. Le nouveau rapport montre que les exportations pétrolières saoudiennes s'effondrent à cause de ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Mais ça va au-delà du Yémen, Larry. Vous allez en Libye, en Somalie, et vous voyez toutes ces forces. Je ne sais pas, ces petits pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'est pas aussi petite que les Émirats arabes unis. Que veulent-ils dans ces pays? Je parle du moment où ils vont en Somalie, où ils vont et se battent essentiellement les uns contre les autres dans ces pays, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ils créent leurs mandataires, par exemple en Libye. Et ce n'est pas seulement une question de Yémen. Et quand un pays dépend totalement du pétrole, des exportations et des États-Unis, que cherche-t-il en Libye, par exemple? Parce que récemment, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a eu une énorme explosion en Libye. L'une des principales raffineries de Libye a été attaquée par des drones. Et personne ne sait, personne n'a dit qui l'avait attaqué. Oui. Bon, la réponse simpliste, c'est que ça remonte aux efforts continus des services de renseignement occidentaux, de la CIA. Il faut regarder la CIA, le MI6, puis les services de renseignement français. Tous ont exercé beaucoup de contrôle, particulièrement les Britanniques et les Français, sur, disons, leur arrière-cour, de la côte nord-africaine jusqu'au Moyen-Orient. Si vous vous en souvenez, la France était très fortement impliquée au Liban et en Syrie. Et, vous savez, on y parlait français. Je crois qu'à un moment donné, c'était une langue plus courante que l'anglais, et ce, dans toute l'Afrique du Nord, surtout en Libye. Donc j'imagine que c'est le désir de l'Occident de continuer à exercer son contrôle, puis de faire appel à des intermédiaires. Vous savez, si vous voulez, de lui donner un visage arabe. Alors qu'il n'y a aucune raison concevable pour que, disons, les Émiratis veuillent, entre guillemets, étendre leur influence au Yémen ou dans un autre pays. Ces gars-là, avant d'arriver et de gagner à la loterie du pétrole, c'était essentiellement, vous savez, des tribus qui erraient dans le désert, dans cette région du monde. Ce n'était pas une civilisation ancienne. Donc oui, quand on regarde ça, ces pays finissent toujours par être des outils de l'Occident. Aujourd'hui, j'ai parlé avec l'ambassadeur Chas Freeman. Il a posé une question tout à fait légitime, à mon avis. Que se passerait-il si les États-Unis décidaient de poursuivre la guerre? Et comment voyez-vous l'état actuel des forces américaines? Oui, donc je reviendrai vers lui pour lui demander, d'accord, qu'est-ce que vous voulez dire par continuer la guerre? Parce qu'en ce moment, nous nous sommes engagés
dans aucune activité de combat. C'est la bonne nouvelle. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on va continuer à déployer des forces navales pour tenter de bloquer tout trafic maritime sortant du Golfe Persique depuis l'Iran? D'accord, si on essaye de faire ça, on a de très gros problèmes dans la marine. L'affaire commence vraiment à prendre de l'ampleur et elle se développe autour des conditions à bord des navires. Mais vous et moi en avons un peu parlé hier soir, c'est en réalité une histoire plus vaste. Il y a une dégradation au sein de l'armée américaine, tout corps confondu, dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et dans une moindre mesure, le corps des marines. To a lesser extent, the Marine Corps. Et vous savez, en fait, ce que j'ai écrit hier soir sur sonar21.com, et j'ai encouragé les gens à le lire, c'est que novembre dernier, Dan Driscoll, le secrétaire à l'armée de terre, a publié une lettre. C'était essentiellement une lettre sur la prévention du suicide adressée à l'armée de terre. Et il ordonnait, il ne le suggérait pas, il l'ordonnait, à tous les officiers et à ceux qu'on appelle les sous-officiers, les sergents, les adjudants, de vérifier chaque jour comment allaient leurs soldats. Je veux dire, les appeler, leur parler, s'assurer que personne n'était sur le point de se suicider. Donc rien que là, il reconnaît qu'il y a un problème. Il y a un problème de gens qui se suicident. Et cette semaine, on l'a vu réapparaître avec l'histoire autour de l'Abraham Lincoln. Il y aurait eu, selon les informations disponibles, au moins 6 tentatives de personnes pour sauter du navire et se tuer. Mais ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Vous aviez le cybercommande de l'armée de l'air, qui est basé, je crois, à Fort Meade. Ils ont connu une série de... Ils ont eu quelque chose comme 5 suicides en un mois. Et quand on creuse, la première cause de décès, la cause de décès la plus fréquente au sein de l'armée américaine, c'est le suicide. Chez les militaires en service comme chez ceux qui viennent récemment de quitter l'armée. Donc, pour répondre longuement à la question de Chaz, si ce déploiement en temps de guerre se poursuit, vous allez voir de vrais problèmes supplémentaires à cet égard, davantage de morts. Le moral sur ces navires est apparemment catastrophique. Ils ne reçoivent pas de légumes frais, ils n'ont pas de lait frais, les rations sont en fait limitées. Ils commencent à manquer de café, ce qui, sur un navire de la marine, vous plaisantez, ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un seul navire, vous savez, d'une simple exception. Mais non. Apparemment, c'est généralisé. La marine a essayé de gérer ça en forçant les gens à signer des accords de confidentialité, des NDA. Donc si on vous dit qu'on vous enverra en prison si vous en parlez, c'est une façon d'empêcher les gens d'en parler. Mais le fait est que les témoignages sortent. Les parents sont furieux. Vous savez, j'ai encore reçu une lettre d'une autre mère de marin. Elle racontait que quand elle est allée voir son fils, il avait perdu 5 kilos. Et elle disait qu'il n'avait pas 5 kilos à perdre. Alors vous savez, c'est le moyen sûr de mettre un gouvernement dans le pétrin. Franchement, mettez les femmes en colère. Allô? Quand vous avez tout un tas de mamans ours furieuses, c'est pas un bon endroit où se trouver. Vous ne voulez pas vous mettre en travers de leur chemin. Ils vous dévoreront tout cru. Et je pense que c'est précisément ce qui va commencer à arriver à Trump. Parce que la réaction initiale de Pete Hegseth et d'autres a été de parler de fausses informations, en gros, d'accuser ses parents de mentir. Or, ce ne sont pas des menteurs. Quand vous refusez d'admettre que, bon, vous avez un problème, le problème est le suivant. Vous avez mis votre machine sous tension sans fournir au personnel les ressources adéquates. Vous demandez au personnel d'en faire plus que ce dont il est au fond capable. Alors, est-ce que les États-Unis peuvent soutenir cette guerre? Je dirais non. Elle va se poursuivre tant que ces problèmes ne seront pas réglés. Et je ne pense pas qu'il y ait de solution facile ou rapide. Mais s'ils ne sont pas réglés, ça ne fera qu'empirer.
Il semble que les gens du premier cercle de Donald Trump pensent que juste après les élections de mi-mandat, ils vont attaquer l'Iran. Que pensez-vous de ces gens-là? Parce qu'ils ont accès à Donald Trump. Ils ont le dessus. Ils ont tout. Et ce qui compte, c'est la manière dont Donald Trump est, la façon dont il pense à la guerre. Eh bien, l'idée qu'ils vont lancer une attaque et paralyser la capacité de l'Iran à tirer des missiles balistiques, ce serait faisable si l'Iran dépendait de sites de lancement fixes, situés en surface. Parce que si vous avez tous ces sites fixes et que vous savez où ils se trouvent, oui, vous pourriez les détruire et ils ne pourraient plus tirer. Mais ce n'est pas le cas. L'Iran utilise une combinaison de lanceurs mobiles et de sites de lancement enterrés, protégés contre les bombardements conventionnels et les frappes de missiles. Et c'est comme on en parlait, ce général-là, comment s'appelle-t-il? Nagdi. Nagdi, oui. Je m'en suis souvenu. Oui, parce que vous savez, ils en construisent davantage, parce qu'ils ont des villes de missiles souterraines. Et ils ne restent pas les bras croisés à se dire « Oh, on a un répit ». Non, l'Iran en construit davantage. Et même les services de renseignement israéliens ont reconnu hier, d'une manière assez alarmante, « Mon Dieu, les forces militaires iraniennes pourraient retrouver toute leur puissance, celle qu'elles avaient avant l'invasion et les attaques du 28 février. » Donc vous savez, l'Iran a beaucoup d'atouts en main. Les États-Unis continuent de se mentir à eux-mêmes en disant « Oh, tout ce pétrole arrive, on est presque de retour à 20 millions de barils par jour qui sortent du golfe Persique. » Vous savez, c'est des conneries. Ils le disent, mais ce n'est pas vrai. Et en même temps, ce qui est rapporté, c'est qu'aux États-Unis, ils ont accéléré le prélèvement dans la réserve stratégique de pétrole. Ce château de cartes va finir par s'effondrer à un moment donné. On ne peut pas avoir une perturbation massive des chaînes d'approvisionnement critiques en GNL, en urée, en soufre et en hélium, sans parler du pétrole, sans que cela entraîne un recul économique généralisé. Certains disent « Oh, la production de GNL a augmenté dans certaines régions. » Oui, peut-être. Mais vous savez, ce qui est rapporté actuellement en Europe, c'est qu'ils ont leurs stocks les plus bas jamais enregistrés et qui s'inquiètent à l'approche de l'hiver. Donc la dimension économique de tout ça va se faire sentir. Cela va vraiment nuire davantage aux États-Unis que l'aspect militaire. Et du côté militaire, ça ne se passe pas très bien non plus. Israël est-il capable de mener une guerre d'usure contre l'Iran? Non, absolument pas. Israël ne peut pas se le permettre. Israël est déjà engagé dans une sorte de guerre d'usure contre le Hamas et dans une moindre mesure le Hezbollah. À lui seul, Israël n'a pas la force économique ni militaire nécessaire pour soutenir cela. Alors, quand ils poussent à la poursuite de la guerre, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que si les États-Unis envoient tout en Israël, ils vont devenir la principale cible de l'armée iranienne si la guerre commence. Oui, oui. Oui, c'est comme ça que je le vois. Je n'ai pas eu d'information selon laquelle les États-Unis se seraient installés ailleurs ou auraient créé des bases secrètes en Jordanie. Donc si le gros des forces est désormais retranché en Israël et que le conflit repart, Israël sera la cible numéro 1. Et je pense que les dégâts qu'Israël a subis auparavant paraîtront bien faibles par rapport à ce qui lui arrivera cette fois-ci. Combien de ces systèmes patriotes, Larry? Combien sont encore dans les pays du Conseil de coopération du Golfe? Est-ce qu'on a une idée de la situation?
La dernière fois que j'ai entendu parler d'un système patriote, il était en Irak, dans le nord du pays. Ils ont dit en avoir retiré la plupart. Well, do you mean the launcher? Eh bien, vous parlez des lanceurs ou des missiles, des batteries? Oui, il reste peut-être quelques batteries. Et alors, elles ne servent à rien. Elles n'ont pas de missiles. Vous savez, autant avoir une statue en béton garée devant chez vous, je ne sais pas combien de batteries patriotes il reste, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un lanceur. Il y a un lanceur et un composant radar. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas les missiles PAC-3. Et s'il reste des PAC-2, ils ne servent à rien. En gros, ils montent, explosent et projettent des éclats, en espérant toucher un missile entrant. Alors que le PAC-3, au moins en théorie, a été conçu pour frapper la cible par impact direct. Mais dans les faits, les stocks de PAC-3 sont épuisés. Il y en a peut-être 10, 15 ici ou là ou ailleurs. Mais vous n'en avez pas assez pour faire face à un bombardement massif de missiles balistiques, comme si l'Iran tirait 30 missiles. Ça veut dire qu'il vous faut au moins 60 Patriots, au minimum. Et, le plus souvent, ils n'en tirent pas seulement 2, mais parfois jusqu'à 4 ou 6, juste pour essayer d'abattre un seul missile. Pardon, je voulais juste dire, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo Lego de ces jeunes Iraniens, mais elle porte sur le missile Patriot. On y voit des missiles Patriot tirés contre le Fatah, un missile iranien. Les missiles Patriot passent tous à côté et le Fatah continue sa trajectoire et frappe ses cibles. Oui, j'ai vu celui sur Donald Trump. Israël, Larry, est-il capable de produire des missiles intercepteurs sur son territoire? Est-ce qu'ils ont la base industrielle nécessaire pour fabriquer ces missiles? Non, non. Ils peuvent en produire un peu, ils en ont déjà produit. Mais en quantité, non. Et comme tout le monde, s'ils veulent en produire, ils doivent se procurer les minerais de terres rares. Ils n'échappent pas à ça. Et je ne pense pas que la Chine va leur vendre des minerais de terres rares. Ils ne sont pas vraiment en bons termes. En gros, ils disent que la Chine est leur ennemi. Je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, mais ils ne sont pas contents. Est-ce parce que la Chine a invité ensemble ces 14 factions palestiniennes pour résoudre la question? Quel est le problème entre Israël et la Chine? Eh bien, je ne sais pas s'il y a nécessairement un problème entre Israël et la Chine, parce que je dirais que, du moins à ma connaissance, les relations commerciales entre la Chine et Israël restent intactes. Elles n'ont pas été perturbées. C'est d'ailleurs l'une des critiques que j'adresserai au gouvernement chinois. Par le biais de ses relations commerciales avec Israël, il a laissé ce génocide se poursuivre. La Chine a suffisamment de poids pour dire à Israël, en substance, arrêtez ce génocide, sinon nous n'aurons plus de relations économiques avec vous. Elle ne l'a pas fait. Et à mes yeux, la même critique vaut pour la Russie. Et la Turquie. La Turquie. Je pense que ces pays restent là, à observer la Turquie, à voir ce que font la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc, s'ils sont musulmans et qu'ils font ça, pourquoi devrions-nous nous préoccuper davantage de la Palestine que ces gens-là? Je ne leur en veux pas, vu le comportement du gouvernement turc. Larry, le détroit d'Ormuz et ce qui se passe dans ce détroit. Il semble que les deux parties soient en négociation et les signaux sont positifs. Elles seraient parvenues à cet accord. Est-ce que cela pourrait permettre à Donald Trump de trouver une sorte de porte de sortie en s'appuyant là-dessus? Oui, il faut essayer de distinguer la rhétorique de Trump et ses publications sur Truth Social de ce qui se passe réellement. Et là encore, je m'accroche peut-être à des brindilles.
Mais on a vu deux choses qui semblent indiquer que ces pourparlers sont sérieux. Commençons donc par les exigences iraniennes. Mettre fin aux guerres au Liban, en Palestine, au Yémen et en Irak. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a constaté une baisse remarquable, oui, je dirais remarquable, des attaques militaires israéliennes, en particulier au Liban. Les agressions des colons contre les Palestiniens de Cisjordanie se poursuivent. Mais le type de bombardement et d'opérations militaires que l'on voyait venir d'Israël il y a 2 semaines, on ne les voit plus aujourd'hui. Vous dites, pourquoi ça? Une explication possible, c'est que l'administration Trump leur a finalement dit, à huis clos, arrêtez ces conneries. Et vous savez, ça doit s'arrêter maintenant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, plusieurs vols ont eu lieu des Émirats arabes unis vers l'Iran. Des avions arrivent puis repartent aussitôt. Ils restent au sol entre une demi-heure et 1 heure. De quoi s'agit-il? Eh bien, selon certaines informations, ils transportent de l'or et des devises, vous savez, des milliards de dollars. Alors, est-ce que ça fait partie du dégel des avoirs que, là encore, l'Iran a exigé comme condition préalable à tout accord? Vous avez assisté à un arrêt complet des opérations militaires américaines contre des cibles iraniennes, alors même que l'Iran continue de s'en prendre aux navires qui tentent de contourner son contrôle du détroit d'Ormuz. Et puis, vous savez, Pépé et moi entendons par l'intermédiaire de sources pakistanaises, et encore une fois, prenez ça avec des pincettes. Ce n'est pas parce que le Pakistan le dit que c'est forcément vrai. Mais le Pakistan insiste sur le fait que des discussions sérieuses sont en cours. Il parle à J.D. Vance, puis à Araghchi et Ghalibaf. Donc vous savez, est-ce qu'un véritable accord se prépare? Oui, potentiellement. On verra. Encore une fois, aujourd'hui je crois que c'est le jour de l'indépendance au Pakistan, ou bien une fête nationale. Et à l'origine, certains Iraniens, une délégation iranienne, étaient censés y assister. On verra s'ils le font. Mais il pourrait y avoir... Les États-Unis ont besoin d'un accord. Mais les États-Unis placent peut-être aussi trop d'espoir dans l'idée qu'une fois l'accord mis en place et opérationnel, cela redressera soudainement, comme par magie, la situation économique. Et comme je l'ai déjà écrit, les dégâts causés aux infrastructures aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et au Koweït sont importants. Chez les Saoudiens, beaucoup moins. Enfin, l'Arabie saoudite a subi quelques dégâts. Mais il faudra peut-être des mois, voire des années, avant que certains de ces dégâts soient répis. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de redressement facile et rapide. Vous voulez dire que si les Émirats arabes unis envoient quelque chose à l'Iran, cela signifie que c'est coordonné avec les États-Unis? C'est bien ça? Oui, oui. C'est ce qui, à mon avis, est en train de se passer. Parce que j'ai entendu la même chose. Les Émirats arabes unis essaieraient, vous savez, d'envoyer beaucoup de choses à l'Iran, comme vous l'avez mentionné, peut-être de l'or ou autre chose. Mais d'un autre côté, Scott Bessent dit que la semaine prochaine, ce sera différent, qu'on va les frapper durement, que cette fois-ci, ce sera différent. Je ne sais pas quel genre de plan il a. Voici ce qu'il a dit. De la fureur épique à la fureur économique. Et sur ordre du président, nous avons encore relevé le niveau. Restez attentifs aux nouvelles annonces qui arriveront la semaine prochaine, car nous allons appliquer des mesures d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de l'isolement économique d'un pays. Eh bien, encore une fois, il part du principe que l'Iran est isolé. Et s'il avait fait ça il y a 11 ans, en 2015,
Oui, ils auraient probablement pu le faire, parce que l'Iran était isolé en 2015. Je veux dire, à l'époque, la Chine et la Russie soutenaient pleinement l'Occident et les sanctions contre l'Iran. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous savez, les échanges commerciaux, l'Iran, la Russie, la Chine, ils commercent entre eux. Ils utilisent des devises autres que le dollar américain. Ils n'opèrent absolument pas de l'infrastructure financière américaine. They're not operating at all within the U.S. financial infrastructure. China has created with Russia. La Chine a créé avec la Russie, enfin la Russie et la Chine ont toutes deux créé des alternatives qui échappent complètement au contrôle des États-Unis. Et c'est dans ce cadre-là que l'Iran commence maintenant à opérer. Et puis l'Iran a sa frontière ouverte avec le Pakistan. Et le Pakistan, au lieu d'être hostile à l'Iran, est devenu un partenaire de l'Iran et facilite les échanges commerciaux. Alors vous savez, Bessant vit dans son petit monde imaginaire. Franchement, plus je vois ce type, plus il me dégoûte. Je pense que c'est tout simplement un incompétent malveillant. Il peut vraiment créer des problèmes. Il semble que Donald Trump envoie Steve Witkoff et Jared Kushner en Russie. Encore une fois, il veut... Enfin, d'abord, ils envoient... Vous savez, ouais, Kushner est censé se rendre en Israël. Oui, il sera en Israël la semaine prochaine. Mais il y a autre chose. Peut-être qu'après Israël, ils iront en Russie. Parce que Lavrov nous a appris qu'ils étaient ouverts à des discussions avec les Américains, mais qu'ils ne changeraient pas leurs conditions. Tout tournera autour des principaux objectifs de la Russie. Nous devons tous les atteindre, chacun d'entre eux. Eh bien, je pense que les Russes ont aussi dit « Oui, d'accord, vous êtes les bienvenus, mais tout dépend de ce que vous avez à dire. » Vous savez, si vous venez simplement en visite, oui, la Russie est un endroit formidable à visiter. Je peux en témoigner. C'est un beau pays, avec des gens formidables, de la bonne nourriture, vous savez. Mais pourquoi venez-vous? Apportez-vous une proposition. Vous savez, la seule proposition que vous devriez apporter, c'est « Nous allons arrêter de fournir des renseignements aux Ukrainiens et nous allons dire aux Ukrainiens de mettre fin à toute cette opération. » La Russie dirait « D'accord, oui, c'est un message que nous sommes disposés à recevoir. Sinon, vous savez, les États-Unis vont menacer « Oh, nous allons renforcer notre soutien à l'Ukraine. » Larry, je retrouve en Iran le même genre d'atmosphère que celle dont j'ai été témoin pendant les derniers jours de l'administration Biden. Parce que le sentiment, la conviction des Russes, c'était que le problème venait de l'administration Biden. Ces gens ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas négocier avec les Russes. Ce qui était d'ailleurs le cas. Ils évitaient toute forme de négociation avec les Russes. Ils ne se parlaient même pas. Ils ne s'appelaient pas. Rien. Puis Donald Trump est arrivé. Et ils pensaient que Donald Trump serait différent. Et nous en sommes là, aujourd'hui. Oui. Et il me semble que l'Iran ressent la même chose. Même ce commandant des gardiens de la Révolution que vous avez mentionné, Naqvi, qui a donné une interview hier, parle en gros de survivre à l'administration Trump, en espérant que la prochaine administration sera peut-être différente. Est-ce une forme d'illusion ou bien n'ont-ils tout simplement pas d'autre option à envisager? Qui ça, il? L'Iran et la Russie. Ces gens-là n'ont personne à Washington avec qui discuter. De discussions sérieuses, je veux dire. Je parle pas de ce genre de... Eh bien, les Russes diraient, je pense qu'au moins maintenant, ils ont quelqu'un, vous savez, ils ont quelqu'un à qui parler. Ils ne sont pas vraiment sûrs que cela vaille leur temps, leurs efforts et leur énergie, mais ils ont quelqu'un à qui parler. Ce qui est assez
Enfin, j'ai entendu ça directement de Sergei Ryabkov, le vice-ministre des Affaires étrangères. En fait, quand je l'ai rencontré, je n'avais pas vraiment compris qui il était. Je n'en avais aucune idée. Mais j'étais avec Pep et nous parlions avec lui, et il a dit, écoutez, on est en décembre 2023, nous n'avons personne à qui parler à Washington. Donc oui, ça a changé. Maintenant, ils ont Witkoff et Kushner à qui parler. Et Poutine peut décrocher son téléphone et avoir une conversation avec Trump. Le problème avec Trump, c'est qu'on ne sait pas s'il va se souvenir de ce qu'il a dit, bon sang. Vous savez, il va dire une chose, puis 12 heures plus tard, en dire une complètement différente. Et c'est pareil, vous savez, concernant l'Iran. L'Iran ne peut pas faire confiance à une seule chose que disent les négociateurs américains. Je veux dire, ils ont traité principalement, là encore, avec Witkoff et Kushner. Et la dernière fois qu'ils leur ont fait confiance, ils se sont fait attaquer. Donc vous savez, je pense que les Russes comme les Iraniens ont adopté ce qu'on pourrait appeler l'approche « faire confiance, mais vérifier ». Et vous pouvez faire toutes les promesses que vous voulez. Nous, on va devoir voir. Vous savez, on ne veut pas que vous promettiez de me payer de l'argent. Rien à faire de ça. Vous allez me donner l'argent d'avance et ensuite on conclura cet accord. Larry, pensez-vous que Donald Trump s'affaiblit avec le temps? Qu'est-ce qui arrive à Donald Trump? Je me souviens de son premier mandat à Washington. Il ripostait sans cesse. Il y a eu le Russia Gate, tous ces problèmes autour de Donald Trump. Aujourd'hui, toute cette affaire du Russia Gate. Même moi, quand les dossiers Epstein ont commencé à sortir, je me suis dit que ça pouvait être la même chose. Mais vous voyez, les dossiers Epstein, d'une certaine manière, ça bouleverse tout et ça influence toute l'administration Trump. Ce n'est pas le Russia Gate. Le Russia Gate, c'était entièrement faux. Tout avait été inventé. Mais les dossiers Epstein, on dirait que ça devient de plus en plus sérieux avec le temps. Eh bien, pourquoi dites-vous ça? Je suis curieux. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas vu ça, donc c'est pour ça que je vous le demande. Moi, ce que je me demande, c'est qui intimide Donald Trump? Pourquoi s'affaiblit-il? Pourquoi doit-il signer un accord, puis venir dire « Je ne suis d'accord avec rien dans cet accord ». Il doit y avoir quelque chose derrière cette pression qu'on exerce sur lui. De quel accord parlez-vous? Mais ils sont d'accord, par exemple. Ah, le protocole d'accord, d'accord. Pourquoi avez-vous besoin de le faire? Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez rien avec eux. Vous continuez le conflit comme avant. Mais vous signez un accord, puis vous capitulez, puis, vous savez, vous changez de position. Ensuite, vous dites non, je n'étais pas d'accord, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Et il s'affaiblit. Vous voyez ce type qui disait, en quelque sorte, « Je ne me laisserai pas faire ». Vous vous souvenez, pendant l'élection, ils ont essayé de l'assassiner, et en sortant, il disait « Combattez, combattez, combattez ». Où est passé ce type? Ce type n'est plus là, à mon avis. Au moins l'image, si elle n'était pas réelle. L'influence politique de Trump est remise en question. Vous savez, il n'a pas réussi à obtenir du sénateur John Thune, le chef de la majorité républicaine, qu'il fasse ce que Trump veut concernant par exemple le SAVE Act. Il s'agissait d'imposer des réformes exigeant que les gens soient inscrits sur les listes électorales, qu'ils le soient valablement et qu'ils présentent une preuve de citoyenneté avant de pouvoir voter. On ne pouvait pas simplement prendre une personne anonyme. Et Thune, là, vous savez, essentiellement empêché de faire ça. Et Trump, vous savez, si Trump était vraiment une puissance politique, Thune en aurait payé le prix fort. Thune n'a rien payé du tout. Donc oui, la position de Trump s'est affaiblie. Le fiasco autour du dossier Epstein lui a fait beaucoup de mal.
C'est en quelque sorte la première partie de son soutien qui a disparu parce qu'il avait promis la transparence et d'aller au fond des choses. Et puis tout d'un coup, ça ferait partie d'une dissimulation. Et il accuse tous ceux qui en parlent, même quand ils reprennent les propres mots que Donald Trump avait lui-même employés auparavant, d'être des agents démocrates. Puis quand il a commencé la guerre en Iran, il a encore davantage aliéné une partie importante de sa base. Donc, le dernier sondage que j'ai vu donnait son soutien à 27%. Vous savez, on est au niveau de Keir Starmer ou d'Emmanuel Macron. Trump n'est donc pas dans une position politique solide. Ironiquement, ce qui pourrait le sauver d'une débâcle politique en novembre, c'est l'obsession actuelle des démocrates pour ce socialisme démocratique. Beaucoup de gens aux États-Unis adhèrent aujourd'hui au concept du socialisme. Ce n'est pas un nombre négligeable, mais ce n'est toujours pas une majorité. Et le sentiment majoritaire en Amérique reste très fort. Vous savez, les gens assimilent le socialisme au communisme, et tout cela est perçu comme un seul et même bloc. Au final, ça devient une tactique pour faire peur et inciter les gens à aller voter. Donc, vous savez, Trump et les gens qui l'entourent, je pense qu'ils voient encore ça comme quelque chose qui leur donnera une porte de sortie qu'ils pourront utiliser pour rallier du soutien. Mais Trump est politiquement faible, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ses revers, comme avec cette guerre contre l'Iran, il peut proclamer « Oh, nous avons anéanti ceci, nous avons détruit leur marine, le détroit est ouvert. » D'accord. Mais si le détroit est ouvert, alors pourquoi diable continuez-vous la guerre? S'il est ouvert, quel est le problème? Pourquoi les navires ne le traversent-ils pas tout simplement sans souci? Donc, il continue de mentir. Et à un moment donné, ces mensonges deviennent tout simplement impossibles à défendre. Le fait est que, pour ces libéraux ou néolibéraux en Iran et en Russie, ils pensaient, j'imagine, tous ceux qui cherchent à discuter avec Donald Trump, ils pensaient, avant l'élection de Donald Trump, ce type est transactionnel. Tout tourne autour des accords. Nous allons résoudre ces questions avec les États-Unis en nous appuyant sur cette disposition de Donald Trump. Pensez-vous qu'ils sont en train de comprendre, à la lumière de ce qui s'est passé jusqu'à présent, que cette approche ne fonctionne pas? Donald Trump n'est pas transactionnel. Il ne cherche pas à conclure des accords. Je parle de créer des liens économiques et de pouvoir, grâce à ces liens économiques, résoudre les problèmes politiques. Il me semble que la Russie et l'Iran apprennent, d'une certaine manière, que peu importe ce que vous proposez et la manière dont vous voulez coopérer économiquement avec Donald Trump, il ne pourra pas résoudre les problèmes politiques avec la Russie et l'Iran. Je ne suis pas sûr d'être d'accord. Écoutez, vous avez raison. Il aborde effectivement ça de manière très transactionnelle. Mais il y a aussi, vous savez, je pense que ce dont vous parlez vraiment, c'est de l'influence sioniste au sein de l'administration. Cette haine, ce sentiment qui existe, vous ne pouvez pas le résoudre par ce genre de lien économique. Oui, c'est là que, normalement, dans la plupart de ces décisions, il va se demander, vous savez, quel sera le résultat économique. Et au fond, comment puis-je en bénéficier, moi et ma famille? Je veux dire, ce sont des escrocs à un degré effrayant. Je veux dire, la corruption à laquelle la famille Biden s'est livrée paraît minuscule comparée à ce à quoi Trump se livre. Mais en même temps, par loyauté envers la cause sioniste, il a renoncé à ce qui aurait du sens sur le plan économique, afin de s'aligner sur les exigences sionistes. Donc oui, ça a été un problème. Et puis ce qui n'est absolument pas clair, c'est pourquoi il continue de fournir des renseignements et de faciliter la capacité persistante de l'Ukraine à lancer des attaques terroristes à l'intérieur de la Russie. Les Russes ne me demandent pas conseil,
Mais si j'étais Vladimir Poutine, je adresserais un ultimatum à Trump et je dirais simplement, écoutez, voilà comment ça se passe. And just say, look, this is how it is. If you continue to Si vous continuez à fournir ces renseignements et à faciliter ces attaques contre notre pays, tout avion américain, tout appareil militaire qui se trouvera à nos frontières, nous l'abattrons. Tout simplement. Vous tracez une ligne dans le sable et vous dites, c'est désormais une ligne rouge. Nous ne vous douterons pas de la franchir. Si vous la franchissez, il y aura des conséquences. Parce que vous savez, je pense que jusqu'à présent, ce que les Russes n'ont pas compris, c'est que les tentatives de Poutine d'être raisonnable et diplomatique sont perçues comme de la faiblesse. Et au lieu de reconnaître que les Russes sont dans une position bien plus forte que les États-Unis, le discours en Occident dit exactement l'inverse, que la Russie est faible. Oui. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bien, mon ami. À demain. Très bien, 5 heures. On peut le faire à 2 heures, Larry? À 14 heures? Non, j'enseigne demain, donc je n'aurai pas fini d'enseigner avant au moins 4 heures. Alors, un jour, je vais assister à l'un de vos cours extraordinaires. Cela apprend aux gens à mammiférer en toute sécurité. Oui, d'accord. Prends soin de toi. Alors, à demain. Salut.